Apparu pour la première fois sur nos grands écrans en 1980, le personnage de Boba Fett est une figure emblématique de la saga Star Wars. Malgré un faible temps d'apparition à l'écran, ses 4-5 phrases... Ah si. Comme vous voudrez. Morge ne me servira à rien, et s'il ne survit pas, il a une énorme valeur pour moi. Transportez le capitaine Solo dans la soupe. Bon, toujours est-il qu'avec son allure, classe et dépareillée, Boba Fett a toujours su susciter l'imagination des fans. Très mystérieux dans les films, beaucoup se sont retrouvés à lui fantasmer des aventures et une histoire extraordinaire. Et nous les premiers. Et cela à grands coups de figurine. Seulement, lorsqu'il est question de Boba Fett, il est difficile d'occulter un passage un peu gênant pour ce personnage. C'est franchement ridicule et ça ne colle pas vraiment avec ce qu'inspire le personnage. C'est donc pour cela, et rien que pour vous, que nous avons décidé de voir ce qui se serait passé si Boba Fett n'était pas tombé dans le Sarlacc. Tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Nous sommes au début du retour du Jedi, et Luke Skywalker vient à la rescousse de ses amis, Han, Leia et Chewbacca, alors prisonniers de Jabba. Un sauvetage assez hasardeux étant donné que Luke va lui aussi se retrouver sous l'emprise du Hutt. Par la suite, le groupe d'amis est emmené au puits du terrible Sarlacc où ils doivent être jetés. Bon, vous connaissez la suite, Luke fait ses petits trucs de Jedi, Boba essaie de s'interposer mais finit par se prendre un malencontreux coup d'un Han Solo aveugle, et qui ne fait même pas exprès, et le jetpack de Boba part en cacahuète et dégringole au fin fond du gosier du Sarlacc. Bon alors oui, avec la saison 2 de The Mandalorian on sait qu'il va bien, mais posons-nous tout de même la question de savoir ce qu'il se serait passé s'il n'était juste pas tombé dans le Sarlacc. Admettons alors qu'au lieu de s'écraser sur la paroi de la barge de Jabba, Boba s'écrase en plein désert. Son jetpack ne fonctionne plus, et il ne peut que constater de loin la pagaille régnant à bord de la barge. Il assiste impuissant à la destruction de Jabba et de toute sa clique. Boba est seul dans le désert, et avec la mort de Jabba, il sait qu'il vient de perdre son meilleur employeur, sa plus grande source de revenus. Mais à bien y repenser, il voit là une opportunité. Il se voit déjà lui succéder, prendre sa place et gérer une importante partie du réseau de chasseurs de primes. Mais le moment n'est pas venu. Il doit déjà évacuer le désert dans lequel il est perdu. Bon, rien de très dur pour Boba Fett, il fait venir son vaisseau. Peu de temps après sa fuite du désert, Boba Fett apprend avec stupeur que l'Empire n'est plus, que les rebelles ont réussi à renverser le régime. Boba ne sait pas trop ce que cela implique pour ses activités de chasseur de primes. Quelles seraient les nouvelles législations? L'Empire n'était pas très regardant sur ses contrats, et cela l'arrangeait bien. Boba sait qu'il doit prendre les choses en main s'il ne veut pas dépendre d'une entité républicaine. C'est alors qu'il se met en tête de mener son projet à bien, et de ravir la place qu'occupait Jabba le Hutt, afin de fomenter son propre réseau de chasseurs de primes. Il convoite donc le trône de Tatooine, maintenant occupé par Bib Fortuna et quelques-uns de ses amis. Boba ne perd pas de temps et réunit ses amis de longue date, Dengar, Bossk, Zuckuss. Il leur fait part de son idée. Il leur dit que tous ensemble, au règne du plus grand réseau de chasseurs de primes de la galaxie, ferait d'eux les êtres les plus riches et influents de cette dernière. La proposition est trop alléchante pour être refusée. Tous acceptent. Un matin, Bib Fortuna croit avoir affaire au retour du grand Boba Fett, qu'il croyait mort. Il est ravi de la nouvelle et l'accueille comme il se doit. Il s'empresse de lui proposer ses plus gros contrats. Malheureusement pour lui, Boba Fett venait avec de toutes autres intentions. Boba récupère le trône de Jabba ainsi que tout son vaste réseau. En compagnie de ses collègues chasseurs de primes, il impose son dictat. Personne n'ose se mettre en travers de leur chemin. Fett s'enrichit grandement, mais la Nouvelle République lui met pas mal d'épines dans les pieds. Avec ses nouvelles lois et restrictions, il lui est de plus en plus difficile d'opérer au-delà de la bordure extérieure. Boba désire plus, il veut s'expandre, agrandir les infrastructures de son organisation, faire grandir sa puissance d'armement, et tout cela bien sûr dans l'optique de disposer d'un réel répondant envers la Nouvelle République. Son objectif est de n'avoir de compte à rendre à personne. Mais même s'il veut se donner les moyens de ses ambitions, Boba sait très bien qu'il est encore très loin de pouvoir rivaliser avec les forces républicaines. C'est pourquoi, attendant dans l'ombre, il continue d'enrichir son organisation, à coups de contrats toujours plus juteux. Tandis que l'organisation de Fett prospère au fil des années, il reçoit et distribue tout type de contrats auprès de sa guilde. Assassinat, extorsion, enlèvement. C'est justement un contrat d'enlèvement qui vient de lui être proposé par un groupe de résistants impériaux. Un groupe de fidèles restés très attachés à l'Empire, malgré sa chute. La somme proposée pour remplir la mission est considérable et se compte en Beskar, un matériau très précieux. C'est une mission qui ne paraît pas très compliquée pour Boba. Il s'agit simplement d'extraire un individu d'une cinquantaine d'années et de le ramener auprès du client. Cela fait longtemps que Fett ne fait que diriger et observer au loin ses activités de chasseur de primes, mais pour une telle somme, il tient à s'occuper du contrat lui-même. En plus, ça lui fait plaisir de remettre un petit peu le pied à l'étrier. L'Impérial lui remet alors le tracker menant la cible, et lui ajoute qu'il ferait mieux de s'en charger rapidement, car nombreux sont les chasseurs de primes sur le coup. Étant de la plus haute importance, cette mission avait aussi été confiée par des guildes adverses, notamment celle sur Nevarro. Boba s'amuse de cette info, cela lui fera un peu d'action. Aussitôt, il prépare son matériel, grimpe dans son vaisseau et part sur les traces de sa cible.
Cette dernière le mène sur une planète aride, très semblable à Tatooine sur bien des aspects. Son tracker l'informe qu'il est tout proche, alors qu'il entend des coups de blaster au loin. Boba se précipite et du haut d'une falaise arrive à déterminer la provenance des combats. Et puis plus rien. Il n'en constate que les dégâts et les cadavres. Les impacts de blasters jonchent les habitations. Son tracker bip encore. Sa cible est donc encore en vie. Alors que Boba s'apprête à aller voir sur place, une silhouette en armure sort d'un des bâtiments. Elle est accompagnée d'une sorte de caisse volante. Et en 2 temps 3 mouvements, Boba arrive à se mettre à couvert. Il observe au loin sa cible et reconnaît une armure mandalorienne. Ainsi, il doit capturer et ramener cet individu en vie auprès d'ex-impériaux. La tâche lui paraît tout de suite plus complexe. Mais Boba ne se débine pas, car il avait déjà eu affaire à pire. Il sait qu'en attendant le bon moment, en traquant et en observant ses cibles, les opportunités se présenteraient d'elles-mêmes. C'est ainsi qu'il traque patiemment sa cible. Il étudie ses déplacements et ses habitudes pendant une journée entière. Il ne peut que constater qu'il n'a pas affaire à n'importe qui, et qu'il protège une sorte d'enfant. Car ce qu'il prenait pour une caisse au début s'avère en réalité être un landau. Qu'un enfant puisse être potentiellement impliqué importe peu à Boba, cela ne le fera pas hésiter. D'autant plus que l'enfant semble doté de pouvoirs étranges. Il avait, semble-t-il, été en mesure de sauver la vie du Mandalorien d'un féroce Mudhorn. Mais le Mudhorn avait tout de même grandement endommagé le Mandalorien, son armure tout particulièrement. Boba voit sa cible affaiblie et décide de passer à l'action. Il surprend le Mandalorien en attaquant rapidement et depuis les airs. Sa cible ne peut pas réagir et se fait immobiliser. Dans le feu de l'action, le tracker de Boba se brise au sol. La prise de Boba se réveille à bord du Slave One, attaché de toutes parts. Fett profite de l'occasion pour l'interroger, notamment sur la nature de l'enfant qu'il transporte avec lui. Mais devant la nature des questions de Boba Fett, Din Djarin comprend qu'il y a un quiproquo, que Boba le prend pour la cible de son contrat. Après tout, ce dernier évoque un individu d'une 50aine d'années, et la somme proposée en récompense laisse à supposer qu'il est extrêmement dangereux. Bref, pas de quoi soupçonner un enfant. Le Mandalorien décide donc de rentrer dans le jeu de Boba, et de se faire passer pour la cible du contrat. Cela lui fait gagner au moins un peu de temps, car le Mandalorien est persuadé que Boba le tuera à la seconde, où il aura compris le subterfuge. C'est ainsi que Boba Fett se rend sur Nevarro, dans l'optique de rendre la cible de son contrat à ses commanditaires. En progressant à travers la ville avec sa prise, Boba sent se poser sur lui des centaines de regards. Il arrive sur les lieux du rendez-vous, un avant-poste rempli d'ex-impériaux. À l'intérieur, l'ambiance est lourde. Ils paraissent méfiants. Boba se présente et demande le paiement qui lui est dû, en échange de la cible. Mais à sa grande surprise, son contact refuse de le payer. Cela ne serait pas la bonne cible. Boba s'indigne et tient à être payé. Le tracker émettait bien jusqu'à la position du Mandalorien, et cela lui avait demandé des efforts considérables pour le capturer. Pour prouver à Boba qu'il a tort, l'officier impérial sort un des trackers destinés au contrat. Pointé sur le Mandalorien, le tracker ne réagit pas, tandis que pointé un peu plus loin, il se met à biper frénétiquement, signifiant ainsi que la vraie cible n'est pas loin. Boba fait le rapprochement. Il comprend que la vraie cible est l'enfant, et que le Mandalorien s'est joué de lui. Il se retourne violemment vers ce dernier, et lui demande si c'est bien de l'enfant dont il s'agit. Au même moment, des tirs de blaster retentissent au dehors, et Boba est informé par son Slave One qu'il y a eu tentative d'intrusion, et ses tourelles sont activées. Boba se précipite à l'extérieur et laisse le Mandalorien et les impériaux sur place. Il se fraye un chemin tant bien que mal jusqu'à son vaisseau, car les rues sont remplies de chasseurs de primes se tirant les uns sur les autres. Tous veulent mettre la main sur la cible qu'ils savent à l'intérieur du Slave One. C'est une véritable mêlée générale. Boba ne parvient pas à atteindre son vaisseau, un trop important groupe se trouve à ses alentours et essaye de forcer ses portes. Il essaye d'en tuer le plus possible depuis sa position. Heureusement pour Boba, le Slave One tient bon, du moins pour le moment. Pour ne rien arranger, les impériaux viennent se mêler au combat. Leur cible leur est servie sur un plateau d'argent, et ils n'ont plus qu'à tendre la main pour la récupérer. Et cela sans payer qui que ce soit. Ainsi, des Stormtroopers se mettent aussi à assaillir le Slave One. Le truc, c'est que Boba n'est pas du genre à aimer se faire arnaquer. Il s'en prend donc désormais aussi aux impériaux à l'extérieur qui lui gênent l'accès à son vaisseau. Il active son jetpack, survole la zone de combat et atterrit à quelques pas de son vaisseau. Il se charge aisément du petit groupe de Stormtroopers aux abords de ce dernier. En ville, il aperçoit que les combats ne se calment pas. Loin de là. Un groupe de Mandaloriens semble avoir rejoint les hostilités. La situation chauffe de plus en plus. Boba désactive la sécurité de son vaisseau, pénètre à l'intérieur, l'allume et se dépêche de déguerpir. Il laisse derrière lui les combats de Nevarro. Alors en route pour rejoindre Tatooine, en vitesse lumière, Boba décide d'aller voir l'enfant, encore dans son vaisseau. Il observe, mais ne comprend pas trop pourquoi des résistants impériaux s'intéressent à lui. Est-ce en rapport avec ses pouvoirs? Oui, très certainement. L'enfant semble disposer de capacités similaires aux Jedi, ce qui n'augure rien de bon à Boba. Il avait longtemps haï cet organisme qui lui avait enlevé son père. D'autant plus que l'enfant ressemble étrangement à l'un des plus grands Jedi de cette époque révolue, le maître Yoda. L'enfant a une 50aine d'années. Pourrait-ce être son fils? Boba ne voit pas bien en quoi cet enfant lui pourrait être utile. Il représenterait plus un boulet qu'autre chose. Le tuer lui épargnerait bien des déconvenus, à lui comme à l'enfant. Boba sort son blaster et le pointe lentement en direction de l'enfant. Cependant, il sent quelque chose bouger lentement derrière lui. Boba fait volte-face, contre le cou de son assaillant et l'envoie valdinguer au sol. Il s'agit de Din Djarin qui avait réussi à s'infiltrer discrètement à bord du Slave One. Étalé au sol, il se retrouve alors à la merci de Boba Fett. Le Mandalorien lui révèle qu'il ne lui veut aucun mal,
qu'il ne veut que le bien de l'enfant. Mais Boba en veut à Din Djarin. À cause de lui et de son stratagème, il s'est mis à dos un groupe de résistants impériaux et est passé à côté d'une belle récompense. Le Mandalorien lui révèle qu'il n'en est rien. Il lui dit que pendant que cela chauffait sur Nevarro, il avait pu se défaire de ses liens et partir en douce avec le Beskar de la récompense. Le Mandalorien lui propose un marché très simple. Il le laisse partir lui l'enfant en échange du Beskar. Boba se demande bien ce qui pourrait l'empêcher de l'exécuter sur le champ et de récupérer le Beskar à son cadavre. Le Mandalorien n'en démord pas et laisse entrevoir à Boba que cela pourrait causer de gros dégâts. Boba accepte le marché. Après tout, pourquoi chercher plus d'ennuis? En plus, il allait pouvoir facilement se séparer de l'enfant. Une fois arrivé sur Tatooine, Boba abandonne Din Djarin et l'enfant, car cela n'est plus son problème. Il souhaite tout de même bonne chance au Mandalorien et lui dit que sa guilde lèvera le contrat sur l'enfant. De quoi les épargner de centaines de chasseurs de primes. Boba retrouve son trône dans ce qui était avant le palais de Jabba. Il utilise le Beskar obtenu pour compléter son armure, notamment avec des genouillères. Avec ce qui lui reste, il décide de se faire plaisir et de se forger une arme de corps à corps, dans la plus pure tradition mandalorienne. Pendant ce temps, sur Nevarro, le Moff Gideon est impardonnable avec les troupes impériales n'ayant pas réussi à mettre la main sur l'enfant. Il les fait tous exécuter pour incompétence. Sa prochaine cible est toute désignée. Toute la ville de Nevarro avait pu identifier le vaisseau de Boba Fett, le célèbre Slave One. Le Moff Gideon est donc parfaitement conscient qu'il s'est enfui avec l'enfant. Et vous le savez sûrement, mais il est plutôt du genre rancunier. Gideon rallie de nombreuses troupes, dont un commando de Death Troopers, et se met en route vers le palais de Jabba sur Tatooine. Il veut prendre Boba et tout son groupe de chasseurs de primes par surprise. L'attaque est d'une violente rapidité. Les Death Troopers explosent et pénètrent l'enceinte du palais. Les Gamoréens, postés aux entrées, ne sont pas de taille. Le groupe progresse jusqu'à atteindre la salle principale du palais. La tâche est tout de suite plus ardue, car c'est ici que se trouvent parmi les meilleures gâchettes de la galaxie. Mais même surpris, Boba Fett, Bossk, Dengar et Zuckuss disposent d'un sérieux répondant. Les impériaux arrivent par vagues successives, si bien que le palais s'en retrouve désormais rempli. Ils sont beaucoup trop nombreux. Boba Fett assiste à la mort de dizaines et dizaines de ses amis. C'est son empire qui s'écroule sous ses yeux. Boba repère celui qu'il croit être le commanditaire de l'attaque, et se jette sur lui afin de le prendre en otage. Le Moff Gideon s'aperçoit de la tentative du chasseur de primes, et d'un pas de côté, arrive à esquiver l'attaque. Dans la continuité de son mouvement, il surenchérit et vient trancher en deux le jetpack et le blaster de Boba Fett. Alors, immobilisé au sol, Gideon veut asséner le coup fatal à Fett. Mais cela était sans compter sur sa nouvelle arme. Le Darksaber de Gideon vient buter contre la lance en Beskar de Fett. Étonné, Gideon marque un temps d'arrêt, juste assez long pour permettre à Boba de lui placer un habile coup d'estoc. Le Moff est déséquilibré et ne peut rien faire pour éviter le second coup. Le corps de Gideon s'écrase brutalement au sol, suivi de peu par sa tête. La mort de leur leader perturbe le reste des troupes impériales. Ils perdent confiance en eux, tandis que c'est tout le contraire pour les hommes de Boba. Armé de maintenant 2 sabres, Boba se jette dans la mêlée et tranche du Stormtroopers. Désœuvrés malgré leur supériorité numérique, les impériaux se font piétiner. Ne reste à la fin plus que leurs nombreux cadavres pour orner les parterres du palais de Boba. La nouvelle de cette rixe fait grand bruit à travers la galaxie. Notamment auprès d'une certaine Bo-Katan, une rebelle mandalorienne voulant à tout prix prendre le contrôle de Mandalore. Elle sait donc que Boba Fett se trouve en possession du Darksaber, une arme qui fait de celui qui l'a gagné le souverain légitime de Mandalore. Une position à laquelle elle aspire depuis des années. Elle sait que si elle veut se prétendre à ce rôle, elle doit défier et vaincre Boba Fett en combat singulier. Aussi, c'est pourquoi elle se rend sur Tatooine en compagnie de quelques-uns de ses acolytes. Boba écoute attentivement les réclamations de Bo-Katan. Il prend conscience du rôle qu'il pourrait jouer en étant roi de Mandalore. Il disposerait du pouvoir d'unifier les Mandaloriens et serait un acteur encore plus influent au sein de la galaxie, enfin en mesure de rivaliser avec la Nouvelle République. Le problème, c'est que Bo-Katan aussi dispose de telles ambitions. D'un regard méfiant, elle enfile son casque et réclame un duel. Le gagnant deviendra officiellement propriétaire du Darksaber. Boba ne peut pas décliner, pas devant tant de témoins. De toute manière, il n'en a pas l'attention. Les deux adversaires se font face. Boba est armé du Darksaber, tandis que Bo-Katan s'est vu octroyer l'arme en Beskar de Fett. Cette lance lui permet de commencer le combat avec un avantage certain sur son adversaire. Elle dispose d'assez de portée pour le maintenir à distance. Boba ne trouve pas la faille. Il a beau répéter ses coups de façon imprévisible, Bo-Katan parvient toujours à facilement le contrer. En haut, en bas, 2 fois à gauche et puis à droite, la Mandalorienne semble bien rodée à l'exercice et ne laisse apparaître aucune faille. Jusqu'ici, elle n'avait eu qu'à bloquer les coups de son assaillant. Elle avait fait ça sciemment afin de prendre l'ascendant psychologique, mais surtout pour le fatiguer. Maintenant épuisée, sa cible offrira bien moins de résistance. Aussi, Bo-Katan en profite, et cette fois-ci, c'est elle qui assaille Boba Fett. Essoufflé à bout de force, le Mandalorien trébuche. Bo-Katan le surplombe et le tient solidement en joue. Elle s'apprête à asséner le coup fatal. Bossk et Dengar assistent impuissants à la scène, et se demandent s'ils doivent intervenir. Mais ils se rappellent que Boba dispose toujours d'un tour dans son sac. Tandis que Bo-Katan lève son arme,
Boba vient entourer les jambes de ces dernières à l'aide du lasso projetable qu'il détient autour du poignet. En tirant d'un coup sec, il parvient à faire tomber sa cible. Boba se relève, en profite pour récupérer l'arme de son opposante, alors encore au sol, et la transperce avec cette dernière. Bossk et Dengar avaient vu juste, ce qui fait la différence entre Boba et les autres, c'est sa faculté à s'adapter aux situations. Bien qu'attristés par la mort de leur chef et ami, les acolytes de Bo-Katan ne voient d'autre solution que de reconnaître Boba Fett comme étant leur nouveau leader. De nombreux Mandaloriens dispersés dans toute la galaxie viennent donc grossir ses rangs. Beaucoup croient en ce nouveau leader. En imposant sa loi et grâce à sa guilde, ainsi qu'à la coopération du peuple mandalorien, Boba parvient facilement à récupérer le contrôle de Mandalore. Délaissé depuis des années, d'abord par l'Ancienne République, puis par l'Empire, puis par la Nouvelle République, Boba représente pour le peuple mandalorien un réel espoir d'indépendance. Adoubé par les Mandaloriens comme roi de Mandalore, Boba accède à de plus en plus de ressources. Armes, véhicules, matériaux, ses rêves de pouvoir prennent vie. Puis, relevant les yeux depuis son trône, Boba découvrit en haut dans le ciel, derrière le destroyer républicain, la promesse d'un nouvel ordre. Et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de son trône au portique de l'amphithéâtre sénatorial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit essai sur Star Wars, ça faisait longtemps, ça faisait même un an qu'on n'en avait pas fait, et ça fait plaisir de revenir aux sources. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter, à nous suivre sur les réseaux tels que Instagram et Twitter. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Salut!